He's probably done more for the American investor than any man in the country. Il a tout simplement révolutionné le monde de la finance et a changé la bourse à jamais. Pourtant, vous ne connaissez pas forcément son nom ni sa vie. Il s'est battu seul contre toute une industrie. Wall Street le détestait, ses anciens collègues refusaient de lui serrer la main. On l'a même traité de communiste, d'anti-américain, de fou. Mais ce qu'il a créé dans un petit bureau en 1975 a révolutionné la finance mondiale et il a renoncé à une fortune colossale pour améliorer la vie de millions de gens ordinaires. Adulé par le public, considéré par certains comme un saint, il prouvera à tous qu'il existe un autre système plus juste grâce à des produits financiers passifs appelés ETF, dont il est tout simplement le père fondateur. Cet homme, c'est John Clifton Bogle, dit Jack Bogle. Pionnier, visionnaire, stratège au grand cœur, il fondera Vanguard, une société qui gère aujourd'hui plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sans jamais tourner le dos à ses valeurs personnelles. Alors comment un enfant parti de rien, né dans une famille ruinée par le pire krach boursier de l'histoire, a-t-il réussi ce tour de maître jusqu'à changer la face de la finance à jamais? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire incroyable du génie derrière les ETF, Jack Bogle. Je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir, et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'Investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors, pour nous soutenir et surtout pour ne rien rater, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Nous sommes le 8 mai 1929. Jack Bogle naît dans le New Jersey à l'aube de ce qui va être le pire krach boursier du siècle. Il a un frère jumeau, David, et un frère aîné, William. Le trio sera connu sous le nom des Bogle Boys. Mais le 24 octobre, c'est le jeudi noir qui marque le début de la Grande Dépression, une récession mondiale qui va durer toute une décennie. La bourse de New York chute d'une façon spectaculaire, les investisseurs paniquent et se retirent en masse. Peu à peu, les industries s'effondrent, le chômage grimpe, c'est une apocalypse économique. La famille de Jack, autrefois aisée, perd tous ses biens, la maison familiale est vendue, il ne reste rien. Ruiné, son père sombre dans l'alcoolisme et ses parents finissent par se séparer. C'est la descente aux enfers. La mère de Jack assume seule l'éducation des enfants, Jack n'a alors pas le choix et apprend très tôt le sens des responsabilités. À 9 ans, il vend déjà des journaux et des magazines pour aider sa famille. Loin de s'en plaindre, il en sera reconnaissant et expliquera plus tard en interview que ça lui a enseigné une importante leçon de vie. If you want something when you're young, there's only one way to get it, and it wasn't to ask your father for his credit card. It wasn't go to the bike store and tell him you'll pay him back in the next year and signing some kind of a note. It was cash and carry. So if you wanted something, you had to earn it. This is not a complicated world. And I can't imagine anything better. C'est cet enfant sans argent qui forge son caractère et ses valeurs. Des valeurs qui vont le suivre toute sa vie et qu'il insufflera plus tard dans sa société Vanguard. Simplicité et épargne. Rêveur, introverti, Jack fait face à la pauvreté et aux multiples déménagements de sa famille pour fuir les dettes. Mais un été, alors qu'il trime comme placeur de quilles dans un bowling, il réalise qu'il aspire à autre chose. And along that way, I had one of the transforming experiences of my life when I was a pin setter in a bowling alley. And after about 6 hours of that back-breaking work every day, for probably half a summer, I came to the transforming conclusion that this is not what I wanted to do for a lifetime. Grâce à une bourse d'études, les jumeaux partent pour Blairstown et entrent à la Blair Academy, l'une des écoles préparatoires les plus respectées du pays. Ils suivent ainsi les traces de leur aîné, William. Jack se découvre alors une passion pour les mathématiques. Les calculs le fascinent et il obtient son diplôme avec mention honorifique. L'excellence de ses résultats lui ouvre les portes de l'une des plus anciennes et influentes facultés du pays, la prestigieuse université de Princeton. Il sera le seul de la fratrie à réussir cet exploit. Mais tout cela a un prix. Pour financer ses études, il travaille en parallèle en tant que serveur dans le réfectoire de l'école tout au long de sa scolarité. Et ça fonctionne. Then you become a waiter, which was my prime occupation for many, many years, and I loved it. I was a waiter at Blair Academy. We worked our way, we Bogle kids, through Blair Academy, won scholarships and jobs, and only one of us could go to college. There wasn't any resources at all, and I was the one that could get the scholarships and the jobs, which is how I ended up at Princeton University. Pourtant, il va devoir affronter un autre problème. Depuis son arrivée à Princeton,
Jack a du mal à suivre, particulièrement en cours d'économie. Ses résultats s'en ressentent et il est sur le point de perdre sa bourse. S'il ne redresse pas la barre très vite, ce sera la fin de ses études et il n'y aura pas de deuxième chance. Mais le destin en a décidé autrement et c'est un livre qui va le remettre sur les rails. Economics, l'ouvrage de Paul Samuelson. Paul Samuelson est alors professeur d'économie au MIT. Son manuel va devenir l'un des plus vendus de l'histoire et sera le premier Américain à recevoir le prix Nobel d'économie. Il conseillera même les présidents Kennedy et Johnson. Son approche de l'économie est différente, systématique, rigoureuse. Il introduit des concepts mathématiques et certains de ses pairs considèrent Samuelson tout simplement comme le plus grand économiste de tous les temps. Pour Jack, le travail de Samuelson et son livre sont une véritable révélation. Samuelson deviendra son mentor, son ami et une immense source d'inspiration. 30 ans plus tard, celui-ci écrira d'ailleurs la préface du premier livre de Jack, Bogle on Mutual Funds, et Jack lui dédiera ensuite un autre de ses ouvrages, The Little Book of Common Sense Investing, son plus grand succès. À partir de là, le sujet le passionne, ses notes s'améliorent. Il va alors consacrer toute son énergie à sa thèse de fin d'études pour conserver sa bourse et quitter Princeton sur une bonne note. Il se met en quête du thème idéal. Il veut innover, traiter d'un sujet encore jamais abordé. Mais lequel? La réponse s'impose à lui un jour de décembre 1949, alors qu'il feuillette le magazine Fortune dans la bibliothèque de Princeton. Son regard s'arrête à la page 116. Without opening to page 116, none of that ever would have happened, ever. Cette page 116, c'est un article intitulé Big Money in Boston qui parle de l'industrie des fonds d'investissement et de leur potentiel à défendre les petits actionnaires. Un fonds commun de placement, un fonds d'investissement, consiste à mettre en commun l'argent de plusieurs investisseurs sur le marché boursier. Cela permet de démarrer en bourse avec de petits montants et de diversifier son portefeuille pour minimiser les risques. Mais à l'époque, ces fonds sont un phénomène nouveau réservé à une élite. Le grand public n'y a pas accès. Ils représentent donc seulement une petite fraction du marché financier global et leurs frais de gestion élevés font débat. Il se lance alors corps et âme dans la recherche et l'analyse du secteur, rédige un document de 130 pages intitulé « Le rôle économique des sociétés d'investissement » et obtient son diplôme avec mention très bien. I threw myself into the task of writing that thesis with abandon. I fell madly in love with my subject. I was convinced that that tiny $2 billion industry of yore would become huge and would remain contentious. I was right on both counts. It is now this industry a $10 trillion colossus, the nation's largest financial institution. Sans Princeton, il n'y aurait pas eu de Vanguard, déclarera-t-il en introduction lors d'un discours de 2004. Vanguard, cette société qu'il fondera plus tard et qui est aujourd'hui encore la deuxième plus grosse société de gestion au monde. La thèse de Jack pose déjà les bases de sa future philosophie d'investissement et elle repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est que les experts en finance n'arrivent pas à sélectionner les meilleures actions pour apporter de la performance à leurs clients. Grâce à l'augmentation de la production, au réinvestissement des dividendes et aux innovations, on a en fait des marchés boursiers qui suivent une tendance haussière sur le long terme. C'est comme une ville en construction perpétuelle. Des entrepreneurs ouvrent des boutiques, des usines, des services. Ils veulent réussir, innover, gagner de l'argent. Cette recherche de profit pousse à créer de la valeur, à embaucher, à produire mieux. Il y a des périodes de croissance, les immeubles montent, de sommet, tout le monde investit, de récession, certains magasins ferment, les chantiers ralentissent. De reprise, de nouvelles idées émergent, la ville se réinvente. Ces cycles sont difficiles à prévoir car ils dépendent d'une multitude de facteurs économiques, géographiques, humains. La ville est parfois capricieuse, parfois imprévisible. Mais même si certains quartiers s'effondrent temporairement, elle évolue sans cesse, devient plus grande, plus moderne, plus riche avec le temps. C'est la même chose avec le marché boursier. Voici l'évolution de la bourse américaine sur 30 ans. Nous voyons que la courbe monte au fil des années malgré les crises successives. Grâce même aux données de l'économiste américain Jeremy Siegel, les actions en bourse ont apporté aux investisseurs un rendement annualisé de 7,1% net d'inflation depuis 1802. La bourse est donc structurellement haussière sur le long terme et Jack Bogle comprend que, malgré leurs efforts, les experts financiers ne feront jamais mieux que la moyenne de la bourse américaine sur le long terme. Et c'est même pire que ça. La majorité des fonds professionnels en bourse ne rapportent pas plus que ce que ferait un singe. Oui, vous avez bien entendu, un singe. Imaginez, vous prenez un singe, vous lui donnez des fléchettes et il lance ces fléchettes sur un journal boursier pour choisir au hasard des actions sur lesquelles investir. Eh bien, la majorité des analystes financiers, payés des fortunes pour sélectionner les meilleures actions, ne feraient pas mieux que ce singe. Cette analyse a depuis été confirmée par de nombreuses études, notamment la célèbre étude Spiva, qui montre chaque année
que sur une durée de 20 ans, plus de 90% des professionnels en bourse n'arrivent pas à battre la moyenne. Le deuxième pilier de la thèse de Jack Bogle est que tout frais de gestion supplémentaire payé par le client lui fait perdre de la performance et de l'argent. Il faut donc les réduire au maximum. Il faut des frais qui soient justifiés. Et c'est mathématique. Les fonds sont gérés par des soi-disant experts qui prennent en moyenne 2,5% de frais tous les ans. Ça paraît peu, mais sur 30 ans, 2,5% des frais vous coûtent en fait la moitié de vos gains. Si vous investissez 10 000 € avec 7% par an de performance, vous obtiendrez 76 000 € au bout de 30 ans. Et si 2,5% partent en frais, vous finissez avec seulement 37 000 €. Donc littéralement 2 fois moins d'argent. L'autre raison qui fait que les experts n'arrivent pas à faire mieux que la moyenne, c'est la récurrence des coûts de transaction. Forcément, comme ils doivent prouver une expertise, ils font beaucoup d'opérations d'achat et de revente. Mais donc ça entraîne beaucoup de frais. Et ça, Jack Bogle l'avait bien compris. Les gérants professionnels en bourse sont trop actifs, font trop d'achats et de reventes, alors qu'en bourse, il faut privilégier la passivité. Une petite graine s'est alors plantée dans l'esprit de Jack Bogle et elle finira peut-être par germer. C'est grâce à cette thèse de fin d'études de Jack Bogle que Walter Morgan, fondateur du fonds Wellington et lui-même ancien élève de Princeton, repère Jack et l'embauche en 1951. À l'époque, le fonds Wellington est l'un des tout premiers fonds communs de placement américains. Ce poste lance la carrière professionnelle de Jack. Although I agonized over the risks of going into this young business, my research had persuaded me that the industry's future would be bright, and I cast my lot with this great Princetonian, died at the age of 100. I knew him for 50 years, and I've never looked back. He had given me the opportunity of a lifetime. Brillant, il monte les échelons les uns après les autres. Mais en 1960, à seulement 31 ans, il est victime, malheureusement, de sa première crise cardiaque. Hélas, d'autres crises suivront, 6 au total dans sa vie. Alors qu'il attend son train après une réunion du conseil d'administration, il s'effondre sur le quai de la gare de Reading Terminal à Philadelphie. Jack racontera « J'ai parié avec les ambulanciers qu'ils ne pourraient pas arriver à l'hôpital en moins de 28 minutes. Ils l'ont fait en 21. » Malheureusement pour Jack, les crises cardiaques s'enchaînent et le diagnostic tombe en 1967. Il souffre d'une maladie cardiaque rare. Son médecin lui conseille de prendre sa retraite, mais Jack, alors âgé de 37 ans, refuse et change de médecin. Une opiniâtreté qui le suivra tout au long de sa carrière. 3 ans plus tard, il succède à Walter Morgan à la tête des fonds de placement Wellington. Mais malheureusement, en 1974, c'est pour lui l'année du grand échec, puisqu'il va commettre une erreur qu'il qualifiera lui-même d'impardonnable. Mr. Morgan had made it clear that I would be a successor. At that time, the company was lagging its peers, and he told me, quote, to do whatever it takes to solve our problems. Young and headstrong, with a self-confidence that belied my lack of wisdom and experience, I was then only 35 years old, I put together a merger with a high-flying group of 4 whiz kids who had achieved an extraordinary investment performance over the preceding 6 years. Such an approach, believing that past performance has the power to predict future performance, is of course antithetical to everything I believe today. It was a great but very expensive lesson. Together, we 5 whiz kids whizzed high for a few years, and then, of course, we whizzed low. Une fusion désastreuse entre Wellington et une autre société de gestion qui se solde en effet par un fiasco retentissant. Les performances s'effondrent, les clients fuient et Bogle, en tant que PDG, est tenu comme responsable. En janvier 1974, le conseil d'administration le licencie. Viré, désavoué par ses pairs, Jack Bogle touche le fond. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Pourtant, et c'est là tout le génie du personnage, il transforme cette erreur en une opportunité extraordinaire. Mon plus grand échec a conduit à ce qui fut sans doute mon plus grand succès. Au terme d'une bataille acharnée, Jack parvient finalement à convaincre la société de le placer à la tête d'une nouvelle structure de fonds de placement. Il doit alors trouver un nouveau nom à cette structure et en septembre 1974, il crée The Vanguard Group. Pourquoi ce nom ? Tout simplement en hommage au HMS Vanguard, le navire de l'amiral Nelson, le plus grand stratège naval britannique de l'histoire, la bête noire de Napoléon, celui qui a pulvérisé la flotte française à Trafalgar en 1805. Un génie de la tactique qui a révolutionné l'art de la guerre navale en brisant les règles établies. Et le nom HMS Vanguard n'est pas un hasard, car Bogle sait qu'il part en guerre. Lui aussi va devoir affronter une armada, celle de l'industrie financière traditionnelle. Vanguard devient la première société de gestion ayant une particularité
incroyablement inédite, la société est détenue par ses investisseurs, sans associés externes. C'est du jamais vu. Le concept est complètement révolutionnaire. Personne jusqu'ici n'avait jamais créé une société financière qui ne profite ni à son créateur, ni à des actionnaires. Imaginez deux supermarchés. Un supermarché classique, vous achetez vos courses, en plus du prix des produits, une partie de votre argent part rémunérer les actionnaires du magasin. Résultat, vos courses coûtent plus cher et c'est surtout les actionnaires qui s'enrichissent. Imaginez maintenant un supermarché Vanguard. Ici, les clients sont aussi propriétaires du magasin. Il n'y a pas d'actionnaires externes à rémunérer. Résultat, les marges sont réinjectées dans le système, les prix baissent et les économies profitent directement aux clients. Ce qui s'applique aux supermarchés s'applique aussi aux sociétés financières. Dans la plupart des sociétés de gestion, les investisseurs paient des frais souvent élevés car une partie va aux gérants et aux actionnaires. Chez Vanguard, les investisseurs sont aussi copropriétaires de la société. Pas de dividendes à verser à d'autres. Les frais baissent mécaniquement et les économies reviennent aux clients. Quand vous investissez chez Vanguard, vous devenez propriétaire de la société. Pas d'intermédiaire, pas d'actionnaire à enrichir. Cette structure, inédite à l'époque, permet donc d'augmenter les rendements en diminuant les frais de gestion, ce qui prive d'ailleurs son fondateur d'un énorme pactole. Fidèle à sa philosophie, Jack expliquera plus tard que s'il n'avait pas été licencié, il n'y aurait pas eu de Vanguard. Ironically, without the 1951 hiring which providentially brought me into this business, and the 1974 firing which abruptly took me out of it, there would be no Vanguard today. I'm fond of saying that I left my old job at Wellington the same way I began my new job at Vanguard. Fired with enthusiasm. Mais l'idée la plus révolutionnaire est ailleurs. Au même moment, en 1974, Paul Samuelson publie un article, Challenge to Judgment, dans un journal financier. Dans cet article, il remet en cause l'idée que des experts financiers peuvent systématiquement surpasser le marché grâce à leur jugement. Et il appelle à la création d'un fonds passif. Il est temps que quelqu'un, quelque part, mette en place un fonds passif qui achète toutes les actions de la bourse avec des frais de gestion minimes, de manière à donner aux investisseurs un standard de comparaison honnête et facilement accessible. Si un tel fonds existait, il deviendrait évident qu'une majorité d'experts de la finance ne parviennent pas à faire mieux. L'appel est entendu. Il n'en fallait pas plus à Jack qui repense alors au fonds passif évoqué dans sa thèse de doctorat des années auparavant. Les pièces se mettent en place, le destin est en route. And that would be none other than the greatest economist of the 20th century, Paul Samuelson. So he said, please somebody somewhere start an index fund. And I thought, what the heck, I'll do it. Et c'est en août 1976 qu'arrive le fameux jour J. Jack Bogle et Vanguard lancent le tout premier fonds passif destiné au grand public, le First Index Investment Trust, qui sera plus tard connu sous le nom de Vanguard 500 Index Fund. Ce fonds investit dans les 500 plus grosses actions américaines sans plus de sélection, sans gestion active. Dans un discours de 2005, Samuelson dira « Je classe cette invention de Bogle au même niveau que l'invention de la roue, de l'alphabet et de l'imprimerie de Gutenberg. » L'idée n'est pas tout à fait nouvelle puisque la banque Fargo Wells avait déjà créé un premier fonds passif au début des années 70. Mais ce fonds n'était pas accessible aux petits épargnants, seulement à une élite d'investisseurs institutionnels. Celui de Jack, par contre, est très différent puisqu'il est justement destiné aux petits épargnants. En effet, le système américain ne prévoit pas autant de retraites solidaires comme en France. S'ils veulent une retraite décente, les Américains sont obligés de la bâtir eux-mêmes en épargnant et en investissant. Le principe du fonds passif est donc une véritable révolution puisqu'il restitue en grande partie les gains aux investisseurs. Mais les idées de Jack Bogle sont contraires à la pensée de l'époque. Il faut dire qu'il remet en cause tout un fonctionnement. Dans une industrie ayant pour seul objectif de faire mieux que le marché, mais surtout de s'en mettre plein les poches, c'est une provocation. Les professionnels de la finance détestent l'idée. Certains la qualifient même d'anti-américain. Jack est traité de communiste, il est moqué et son fonds est qualifié de folie Bogle. On lui reproche de ne pas chercher à identifier les meilleures actions et de viser seulement la médiocrité. Ce à quoi Jack répond, c'est vrai, nous cherchons la médiocrité, mais malheureusement, nous faisons mieux que la plupart des gérants actifs. Pourtant, les investisseurs hésitent. Au début, ils boudent ce produit, jugé trop étrange. C'est un flop, une gifle monumentale. Mais Jack s'accroche. Envers et contre tout, il y croit dur comme fer. Et peu à peu, les particuliers comprennent la révolution. Une performance qui augmente, plus d'argent pour eux. Les mathématiques sont avec Bogle.
et c'est le début de la démocratisation de l'investissement passif. Sans le savoir, Jack Bogle vient d'ouvrir la voie aux ETF qui, des décennies plus tard, mettront la bourse à la portée de tous. Le succès vient lentement. Il a fallu 20 ans avant que ça ne démarre. The negatives, I expected it to take off much faster than it did. It took 20 years until the mid 90s for it to begin to gain real traction, and then it accelerated, and the growth from 1995 to 2016 has been astonishing, and it's sustained. Mais finalement, au fil des années 90, les fonds passifs connaissent une croissance exponentielle. 40 ans après le lancement de son premier fonds, le First Indexed Investment Trust, près de 40% des fonds boursiers américains sont passifs. Beaucoup plus d'argent aux États-Unis et maintenant dans des fonds passifs plutôt que des fonds actifs. Tout ça, c'est grâce à Jack Bogle. Et avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs à gérer, Vanguard est aujourd'hui l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, rivalisant avec des géants comme BlackRock. D'ailleurs, Vanguard appartient toujours aux investisseurs qui investissent dans les fonds et non pas à des actionnaires là pour s'enrichir. Et 85% des actifs de Vanguard sont gérés dans des fonds passifs. We have done 70% of the cash flow into this industry in the last 5 years, and we have no copiers. How could that be? Because all, forgive me for this, all the damn money goes to the shareholders. Mais le succès de Jack Bogle n'est pas seulement financier. C'est aussi une histoire profondément humaine. Il donne régulièrement la moitié de son salaire à des œuvres caritatives. En 1968, Jack crée le programme Bogle Brothers Scholarship Fund, une bourse qui a depuis offert une éducation à plusieurs centaines d'étudiants à la Blair Academy et à Princeton. Il rencontre d'ailleurs avec plaisir ses boursiers lors d'un déjeuner annuel et restera en contact avec nombre d'entre eux longtemps après l'obtention de leur diplôme. En 1986, il devient président du conseil d'administration de la Blair Academy et continue activement à la renommée de l'école. Mais son investissement ne s'arrête pas là. En 1991, il fonde The Armstrong Foundation, destiné à reverser des fonds aux 2 écoles qui lui ont offert des bourses, ainsi qu'aux hôpitaux qui l'ont soigné. Généreux donateur, il est difficile de lister toutes les actions caritatives auxquelles il a participé et tous les bienfaits qu'il a apportés. I am an idealist, a shameless idealist. Even more, I'm an idealist who revels in the values of the Enlightenment and holds high his admiration for the brilliance and character of our great thinkers, our great doers, the great adventurers of the 18th century, men, as it happens, in particular our nation's founding fathers, who gave birth to our modern world and our nation. Malheureusement, en 1996, son état de santé se détériore. Jack est forcé d'abandonner son rôle de PDG à Vanguard. Il a besoin d'une greffe de cœur. Mais à 66 ans, les statistiques jouent contre lui. Il est considéré comme trop vieux pour une transplantation cardiaque saine. Il persiste et attend 128 jours à l'hôpital sous perfusion. C'est aussi démocratique qu'un embouteillage, dira-t-il. Une fois que vous êtes dans la file d'attente pour un cœur, il n'y a plus de préjugés. Pourtant, contre toute attente, l'opération est un franc succès. Il récupère bien et vivra plus de 20 ans avec son nouveau cœur. Plus tard, en 2017, lors de retrouvailles avec les médecins qui l'ont opéré, le docteur Rohinton Morris déclarera « Tout le monde sait que les fonds passifs de Jack ont surperformé la moyenne des fonds communs de placement, mais il a aussi déjoué les pronostics en matière de santé cardiaque. » De son côté, Jack témoignera sa gratitude. « Sans eux, je n'aurais pas vécu assez longtemps pour voir mes rêves se réaliser. » Infatigable, il poursuit sa mission avec toujours autant d'énergie et un cœur de 30 ans. En 1999, le magazine Fortune, celui-là même dont il s'était inspiré pour sa thèse, le désigne comme l'un des 4 géants du XXe siècle du secteur de l'investissement. La boucle est bouclée, c'est la consécration. En 2004, le magazine Time le classe parmi les 100 personnalités les plus puissantes et influentes au monde. Et Institutional Investor lui décerne son Lifetime Achievement Award, une distinction honorifique attribuée pour l'accomplissement de toute une vie. Il en recevra même plusieurs, ainsi que de nombreuses autres distinctions. Auteur émérite, il rédige plus de 10 ouvrages devenus des références dans le monde de la finance. Son succès a duré des décennies, mais là où d'autres auraient amassé des milliards, Jack Bogle a choisi une autre richesse, celle de rendre la finance plus juste pour des millions de familles. Ce qui rend Jack Bogle unique, c'est sa volonté de défendre les petits investisseurs. Dénonçant les excès de Wall Street, il a refusé de s'enrichir en accumulant des milliards, préférant utiliser sa position pour réduire les frais de gestion et rendre les investissements le plus accessibles à tous. En faisant cela, il a permis à des millions de familles américaines de se constituer un patrimoine pour acheter une maison, payer les études universitaires de leurs enfants
et prendre leur retraite dans de bonnes conditions. C'est le fonds passif de Vanguard qui ouvrira la voie au célèbre ETF. Jack Bogle est donc tout simplement le père fondateur des ETF qui représente aujourd'hui plus de 17 000 milliards de dollars d'encours sous gestion qui permettent à tout le monde d'investir en bourse de manière optimisée, diversifiée et avec des très faibles frais. Les ETF ont changé la face de la finance, même les institutionnels les ont adoptés et de nombreuses études ont montré qu'investir sur des ETF était la meilleure manière d'investir en bourse pour un particulier. Alors si aujourd'hui vous détenez des ETF, vous marchez dans les pas de Jack Bogle. Malheureusement, en 2019, Jack Bogle nous quittera à 89 ans, mais grâce à sa vision d'un monde plus juste, il a changé la face de la finance mondiale à tout jamais. Warren Buffett lui-même, une des plus grandes fortunes mondiales, déclarait que si une statue devait un jour être érigée en hommage à celui qui a le plus œuvré pour les investisseurs américains, ce serait sans conteste Jack Bogle. Jack Bogle has probably done more for the American investor than any man in the country. Jack, could you stand up? There he is. Pendant des décennies, Jack a encouragé les investisseurs à investir dans des fonds indiciels à très bas coût. Dans sa croisade, il n'a amassé qu'un infime pourcentage de la richesse traditionnellement versée à des gestionnaires. C'est un héros pour eux et pour moi. Aujourd'hui, la bourse n'est plus réservée à une élite. Elle est accessible à tous. C'est cet héritage inestimable que Jack Bogle laisse derrière lui. Il a montré qu'un seul homme pouvait changer les choses à tout jamais. He didn't just pioneer the first index fund, he helped investors in all kinds of ways that get less recognition. He pioneered closure of funds to help protect current shareholders. He was an advocate in simplifying the language of prospectuses so that your average investor could understand them and make intelligent choices. He was a tireless advocate for others, and he will be sorely missed. Jack aurait pu être un multimilliardaire au même titre que Bill Gates ou Warren Buffett. Il a en fait choisi de renoncer à une fortune colossale pour faire quelque chose de bien pour des millions de personnes. Je ne connais aucune autre histoire similaire dans l'histoire des affaires américaines, dira William Bernstein. Merci d'avoir suivi cette vidéo retraçant le parcours exceptionnel de Jack Bogle, une personne qui m'a personnellement énormément inspiré, car l'éducation financière, c'est exactement ce qu'il défendait pour donner à chacun les clés pour son avenir financier. J'espère que pour vous aussi, son histoire vous a inspiré. Et si elle vous a donné envie d'en savoir plus sur les ETF et sur l'investissement en général, je vous mets un lien en description vers ma formation offerte sur le sujet. Et c'était la première fois que je racontais l'histoire d'une légende de l'investissement sur cette chaîne YouTube. Donc c'est un format assez différent par rapport aux vidéos que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment je pourrais améliorer les choses, et aussi à me dire quelle autre légende de l'investissement ou quelle autre histoire ou société ou autre vous voulez que je vous raconte sur cette chaîne pour une prochaine vidéo sur le sujet. Merci encore à tous pour vos commentaires, votre soutien, ça me touche, ça me fait vraiment très plaisir. Et eh bien je vous dis à la prochaine. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir.